Bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous abordons une pathologie hématologique rare mais importante, la maladie de Waldenström. Également connue sous le nom de macroglobulinémie de Waldenström. Cette affection se caractérise par une prolifération anormale de lymphocytes B et la production excessive d'une protéine appelée immunoglobuline M, ou IgM. Dans cette vidéo, nous explorerons en détail les symptômes révélateurs, les mécanismes biologiques sous-jacents, les méthodes diagnostiques cruciales et les approches thérapeutiques actuelles pour la prise en charge de cette maladie. Notre objectif est de fournir une information claire et approfondie pour les patients, leurs familles et les professionnels de santé. Plongeons ensemble au cœur de la maladie de Waldenström. Qu'est-ce que la maladie de Waldenström? Définition et physiopathologie de base. Pour commencer, définissons précisément la maladie de Waldenström. Il s'agit d'un type de lymphome non-hodgkinien à croissance lente, caractérisé par l'accumulation de lymphocytes B anormaux dans la moelle osseuse, les ganglions lymphatiques et la rate. Ces lymphocytes anormaux produisent en grande quantité une immunoglobuline spécifique, l'IgM monoclonale. Cette surproduction d'IgM est responsable de nombre des symptômes et des complications associées à la maladie. Sur le plan physiopathologique, la prolifération des lymphocytes B malins perturbe la production normale des autres cellules sanguines dans la moelle osseuse, entraînant potentiellement une anémie, une thrombocytopénie et une neutropénie. De plus, l'accumulation d'IgM peut augmenter la viscosité du sang, un phénomène appelé hyperviscosité, qui peut avoir des conséquences cliniques significatives. Nous allons maintenant examiner les symptômes qui peuvent alerter sur la présence de cette maladie. Les symptômes révélateurs de la maladie de Waldenström. Le spectre des symptômes de la maladie de Waldenström est variable d'un patient à l'autre, et dans certains cas, la maladie peut évoluer lentement sans symptômes apparents pendant une période prolongée. Cependant, certains signes cliniques sont plus fréquents et doivent susciter une investigation médicale. L'un des symptômes les plus courants est la fatigue persistante et inexpliquée, souvent associée à une faiblesse générale. Des sueurs nocturnes abondantes. Des pertes de poids involontaires et une fièvre intermittente peuvent également survenir. En raison de l'infiltration de la moelle osseuse, les patients peuvent développer une anémie, se manifestant par une pâleur, un essoufflement et des étourdissements. Une thrombocytopénie peut entraîner des ecchymoses faciles, des saignements de nez ou des saignements des gencives. L'hyperviscosité sanguine peut provoquer une vision trouble ou des troubles visuels, des maux de tête, des vertiges, et dans les cas plus sévères, des accidents vasculaires cérébraux. L'atteinte des nerfs périphériques, appelée neuropathie périphérique, peut se traduire par des engourdissements, des picotements ou une faiblesse dans les mains et les pieds. Une augmentation du volume des ganglions lymphatiques, lymphadénopathie, de la rate, splénomégalie, ou du foie, hépatomégalie, peut être détectée lors de l'examen clinique. Il est crucial de noter que ces symptômes ne sont pas spécifiques à la maladie de Waldenström et peuvent être présents dans d'autres affections. Cependant, leur association et leur persistance doivent inciter à consulter un médecin pour un diagnostic précis. Les causes et les facteurs de risque de la maladie de Waldenström. Les causes exactes de la maladie de Waldenström ne sont pas complètement élucidées à ce jour. Il s'agit généralement d'une maladie sporadique, ce qui signifie qu'elle survient de manière aléatoire sans cause environnementale ou génétique directe identifiable dans la plupart des cas. Cependant, la recherche a permis d'identifier certains facteurs de risque qui pourraient augmenter la probabilité de développer cette affection. L'âge est un facteur de risque significatif, la maladie étant plus fréquente chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Il existe également une légère prédominance masculine. Des antécédents familiaux de maladies lymphoprolifératives, bien que rares, pourraient jouer un rôle dans certains cas, suggérant une possible susceptibilité génétique. Des études ont mis en évidence certaines anomalies génétiques et mutations spécifiques dans les cellules de la maladie de Waldenström, notamment des mutations du gène MYD88, qui sont présentes dans une proportion élevée de patients. D'autres mutations, impliquant les gènes CXCR4 et ARID1A, ont également été observées et pourraient influencer l'évolution de la maladie. Il est important de souligner que la présence de ces facteurs de risque n'implique pas nécessairement le développement de la maladie. Et de nombreuses personnes atteintes ne présentent aucun de ces facteurs identifiés. La recherche continue activement pour mieux comprendre les mécanismes moléculaires et les facteurs déclenchants de la maladie de Waldenström. Le diagnostic de la maladie de Waldenström, étapes et examens clés. Le diagnostic de la maladie de Waldenström repose sur une combinaison d'éléments cliniques, d'examens biologiques et d'imagerie. La première étape cruciale est l'évaluation des symptômes et l'examen physique complet par un médecin. Si une suspicion de maladie de Waldenström émerge, plusieurs examens complémentaires seront nécessaires.
L'analyse sanguine est essentielle et comprendra un dosage de l'IgM sérique, qui est généralement élevé dans cette maladie. L'électrophorèse des protéines sériques, EPS, et l'immunoélectrophorèse permettront d'identifier et de quantifier la présence d'une protéine monoclonale, l'IgM. Une numération formule sanguine, NFS, vérifiera les taux de globules rouges, de plaquettes et de globules blancs, pouvant révéler une anémie, une thrombocytopénie ou une lymphocytose. Un myélogramme et une biopsie de moelle osseuse sont indispensables pour examiner la morphologie des cellules de la moelle osseuse et confirmer l'infiltration par les lymphocytes B anormaux. Une biopsie de ganglion lymphatique peut être réalisée en cas de lymphadénopathie significative pour évaluer l'architecture ganglionnaire et la présence de cellules de Waldenström. Des techniques de cytométrie en flux et d'immunohistochimie sur les prélèvements de moelle osseuse ou de ganglions lymphatiques aideront à caractériser précisément les cellules malignes et à rechercher des marqueurs spécifiques. Des examens d'imagerie, tels que la tomodensitométrie, TDM, ou la tomographie par émission de positons, TEP-scan, peuvent être utilisés pour évaluer l'étendue de l'atteinte ganglionnaire et organique. Dans certains cas, une ponction lombaire peut être nécessaire pour évaluer la présence de cellules de Waldenström dans le liquide céphalorachidien, notamment en cas de symptômes neurologiques. Le diagnostic de la maladie de Waldenström est posé en intégrant l'ensemble de ces informations cliniques et paracliniques. Les options de traitement de la maladie de Waldenström, une approche personnalisée. La prise en charge de la maladie de Waldenström a considérablement évolué au cours des dernières années. Avec l'émergence de nouvelles thérapies ciblées. L'approche thérapeutique est souvent personnalisée en fonction de l'âge du patient, de son état général, de la présence de symptômes, du taux d'IgM et des facteurs de risque. Pour les patients asymptomatiques avec une maladie à progression lente, une surveillance active peut être privilégiée, avec des examens réguliers pour détecter tout signe d'aggravation nécessitant un traitement. En cas de symptômes, plusieurs options thérapeutiques sont disponibles. La chimioimmunothérapie. Combinant des agents chimiothérapeutiques classiques et des anticorps monoclonaux ciblant les cellules B malignes, reste une approche courante. Des médicaments comme le rituximab, un anticorps anti-CD20, sont fréquemment utilisés en association avec des agents chimiothérapeutiques tels que le bendamustine, le cyclophosphamide ou le chlorambucil. Les inhibiteurs du protéasome, comme le bortezomib et le carfilzomib, sont également efficaces en bloquant la dégradation des protéines dans les cellules malignes. Les inhibiteurs de Bruton S-tyrosine kinase, BTK, tels que l'ibrutinib et l'acalabrutinib, ont révolutionné le traitement de la maladie de Waldenström en ciblant une voie de signalisation essentielle à la survie des cellules B malignes. Ces inhibiteurs de BTK sont souvent administrés par voie orale et présentent une bonne tolérance chez de nombreux patients. Les inhibiteurs de PI3K, comme l'idélalizib et le duvlizib, constituent une autre classe de médicaments ciblant une voie de signalisation impliquée dans la croissance des cellules cancéreuses. L'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques peut être envisagée chez certains patients plus jeunes en bonne condition physique, après une phase de chimiothérapie intensive. En cas d'hyperviscosité symptomatique, des plasmaphérèses peuvent être réalisées pour réduire rapidement le taux d'IgM dans le sang. La recherche clinique est active et explore de nouvelles stratégies thérapeutiques, telles que les inhibiteurs de CXCR4 et les thérapies CAR-T-cell. Le choix du traitement dépendra d'une évaluation multidisciplinaire et d'une discussion approfondie avec le patient, en tenant compte de ses préférences et de la balance bénéfice-risque de chaque option. Vivre avec la maladie de Waldenström, soutien et gestion à long terme. Vivre avec la maladie de Waldenström est un parcours à long terme qui nécessite un suivi médical régulier et un soutien adapté. Les patients devront se soumettre à des examens de surveillance réguliers pour évaluer la réponse au traitement et détecter toute récidive ou complication. La gestion des symptômes, tels que la fatigue, la neuropathie ou les saignements, est essentielle pour améliorer la qualité de vie. Des thérapies de soutien, telles que la kinésithérapie, l'ergothérapie ou la gestion de la douleur, peuvent être bénéfiques. Le soutien psychologique et émotionnel est crucial pour faire face aux défis de la maladie. Les patients et leurs familles peuvent bénéficier de groupes de soutien et d'associations de patients. Il est important d'adopter un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée et une activité physique adaptée, dans la mesure du possible. La communication ouverte et régulière avec l'équipe médicale est primordiale pour une prise en charge optimale. Les progrès constants de la recherche offrent de l'espoir pour de nouvelles thérapies et une meilleure compréhension de la maladie de Waldenström à l'avenir. La maladie de Waldenström est une affection complexe qui nécessite une compréhension approfondie pour une prise en charge optimale. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni des informations claires et utiles sur les symptômes, les causes, le diagnostic et les traitements actuels.
N'oubliez pas que chaque patient est unique. Et l'approche thérapeutique doit être individualisée. Si vous ou un de vos proches êtes concerné par cette maladie, il est essentiel de consulter une équipe médicale spécialisée. Restez informés et n'hésitez pas à poser des questions à vos professionnels de santé. Merci de nous avoir suivis sur Santé tous les jours 247. Prenez soin de vous.